Salut à tous, c'est Mike, bienvenue sur Entrerelease, je suis très content de vous retrouver malgré ma voix, mon nez et mon état grippal. Aujourd'hui, je vais vous parler de Within, regardez-moi cette magnifique couverture, on va la voir plus en détail tout à l'heure. Within, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'horreur contemporain et je remercie énormément la commu qui me l'a envoyé, donc gros bisous. Merci à vous, il voulait que j'en parle et en effet c'est un jeu que j'avais raté puisqu'il est sorti sur une période où je ne faisais plus de jeux de rôle, donc j'étais complètement passé à côté et j'ai eu bien hâte de le découvrir. Donc on va pouvoir le feuilleter et voir ça ensemble et voir un petit peu ce que j'en pense de Within. Est-ce que 10 ans après ça vaut toujours le coup ou pas? On va jeter un coup d'œil à ça. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait extrêmement plaisir. Donc n'oubliez pas le petit pouce bleu, le partage de la vidéo, de vous abonner, c'est pas déjà fait, ça nous soutient énormément. Et puis évidemment, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, sur le Tipeee, sur Twitch quand on fait des lives. Hein, voilà, vous rejoignez la commu, on est bien, on est cool. Et en plus, on a des cookies. Allez, on jette un coup d'œil à Within. Alors, Within, c'est quoi? Within, c'est ce gros bouquin à la magnifique couverture. Je vais essayer de vous montrer à quel point la couverture, elle défonce, que ce vernis sélectif est incroyable. Et cette illustration de femme qui se mêle à une tête de mort est absolument dingue. On voit en vernis sélectif ici qu'il s'agit de Within, qui est écrit par Benoît Atinost, et à la base, c'était chez les écuries d'Augias, devenu depuis Psycho. Au dos, nous avons un petit résumé de l'ambiance générale, ici, avec quelques illustrations. Et enfin, une petite explication de ce que c'est. Sur le dos du livre, nous avons juste écrit Within avec le symbole des écuries d'Augias et Benoît Atinos. On est sur un énorme pavé de 400 et quelques pages de mémoire et on va directement se plonger là-dedans. Mais cette couverture, sincèrement, qui c'est qui l'a fait? C'est Bastien Découvre des Armes, c'est-à-dire l'homme qui est derrière Gods et derrière les illustrations de Cult. Voilà, donc on a du lourd. On rentre dans le vif du sujet. Within, donc, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'horreur contemporain. Et donc vous allez voir, on a une mise en page qui est tout en noir et blanc, mais qui est plutôt stylé et qui est parfaitement lisible. Et ça, c'est vraiment très agréable avec pas mal de petits encarts, vous allez voir, qui permettent de faire une lecture plutôt chouette. Donc, avant-propos, création de personnages, etc. Donc, on nous explique comment le livre est organisé, ce qui est plutôt intéressant, puisque vous allez voir que Within est un jeu à secret. On fera une partie spoiler. C'est un jeu à secret qui va livrer ses secrets dans la deuxième partie du livre. Et ça peut être peut-être un petit défaut qu'il peut y avoir, c'est que même si nous, en tant que MJ, quand on va lire le bouquin, il y a des choses dans la première partie où on va se dire mais pourquoi ça, etc. Et on aura les explications un peu plus tard, qui du coup clarifieront la première partie du livre, mais on verra ça plus tard. Ce qui est intéressant aussi, avant chaque chapitre, on va avoir une petite nouvelle écrites, et elles sont vraiment bien écrites, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir ça. C'est pas que du bout de l'or, pas du tout, non, c'est vraiment des petites nouvelles pour mettre dans l'ambiance, pour mettre en immersion, pour choper des petits éléments qu'on pourra réutiliser. Elles sont bien écrites, elles sont chouettes pour la plupart, vraiment, c'est un vrai plus. En termes d'ambiance, c'est un vrai plus. On nous explique du coup que Within est un jeu d'horreur contemporain de jeu de rôle. Et évidemment, qu'est-ce que le jeu de rôle? Joueur ou meneur de jeu, patati patata, donc tout ça, on connaît déjà, hein, ni gagnant ni perdant, etc. C'est un jeu d'horreur contemporaine, donc l'horreur cinématographique. On nous explique un petit peu les différents pans de l'horreur, l'univers à plusieurs dimensions, des personnages traqués. On nous explique un peu le cœur de Within. Within, qu'est-ce que c'est? Quelques conseils pratiques, donc le matériel de base. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut créer des personnages. Il n'y a pas de dés? Il n'y a pas de dés, c'est étrange ça. Peut-être que c'est un système sans dés, on va décrire ça un petit peu plus tard. Un exemple de partie, évidemment, donc ça c'est la partie un peu obligatoire que tout le monde met. C'est toujours dommage, hein, ça fait 20 pages et ça sert à rien. Mais c'est pas grave, c'est là pour tout le monde. Et on arrive dans le cœur du sujet avec la création de personnages. Encore une fois, on a une magnifique illustration et une petite nouvelle qui colle dans l'ambiance juste ici. Et après on nous explique la genèse d'un personnage, comment ça marche. Alors pour créer son personnage, ça va être très simple. On va tout simplement soit prendre, en fait il y a plusieurs méthodes, mais en gros on va soit prendre un pré-tiré, soit on va prendre un archétype déjà construit, soit on va le créer de A à Z, tout simplement. Donc on nous montre la feuille de personnage, que je peux vous montrer, qui est, hop, il y en a quelques-uns et quelques pré-tirés à la fin du bouquin. Donc un personnage il se présente comment? Je vais mettre ce magnifique signet pour retrouver ma page. Un personnage se présente comment? Donc il a une identité, un sexe, un âge et un type, évidemment. Il a ici des jauges d'alpha et d'oméga, avec le nom de son alpha et le nom de son oméga, on y viendra plus tard, je l'expliquerai. Ensuite, il a des potentiels de vigueur, de volonté et de santé, donc ils sont à 3 à chaque fois pour tout le monde. C'est la base, un humain a 3 de vigueur, 3 de volonté, 3 de santé. Qu'on soit plus ou moins fort, à l'échelle de l'humain, ça change pas grand-chose. On aura toujours 3, 3, 3. On voit que les alpha et l'oméga vont de moins 2 à plus 3, assez étrange. Ensuite, ici, on va voir évidemment tout le lore
de notre personnage, son background, sa vie, et qu'est-ce qui fait qu'il en est arrivé là. On va ensuite avoir son occupation. Lui, par exemple, est ingénieur informaticien. C'est extrêmement important, son occupation, puisque ça va déterminer ce qu'il est capable de faire. Ensuite, ses spécialités. C'est un geek très bon, il a 2. C'est un spécialiste des réseaux, il est très bon, il a 2. En aptitude, il a athlétisme -1, c'est-à-dire qu'il est pas, en même temps, il le dit, hein, il est en surpoids, donc voilà, il n'est pas très très bon en athlétisme. Érudition, contexte conspiration, il est très bon. Vigilance, il est bon. Vous allez voir à quoi ça correspond. Ensuite, les milieux dans lesquels il est connu, où il connaît des gens. Les geeks, les spécialistes des réseaux, les joueurs online. Ensuite, il a un refuge, qui est la maison de sa grand-mère, qui est protégée par un système d'alarme de pointe. Et enfin, il a un niveau de vie, des équipements, il a une vieille voiture, un matériel informatique, etc. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de statistiques, il n'y a pas beaucoup de repères chiffrés, tout simplement parce que on s'en fout, en fait. Voilà. Les seuls repères chiffrés qu'on aura, ça va être les potentiels, et les alphas et les oméga. Tout le reste, en fait, c'est un jeu qui est extrêmement narratif, et tout va se baser, en fait, uniquement sur l'occupation, les spécialités, les aptitudes, et les milieux, et on va réussir à faire des choses grâce à ça. Quelque chose qui est absent de cette fiche de personnage, mais qui est important, ça va être le premier contact du personnage avec le monde du surnaturel et de l'occulte, puisqu'il s'agit d'un jeu d'horreur contemporain, donc il y a forcément du fantastique, il y aura donc du surnaturel et de l'occulte, et le premier contact est un peu important, puisque c'est ce qui va être emblématique, mais ça correspondra un petit peu au background de notre personnage. Hop, on avance. Donc là, il nous explique que création rapide, donc archétypale ou détaillée, donc la version archétypale, avec tous les archétypes, hein, le médecin traumatisé, l'étudiant en psychologie, le peintre dépressif, le geek perdu, celui qu'on vient de voir, évidemment. Ensuite, on a une création archétypale où on va choisir des archétypes qui vont nous donner, donc on va choisir un sexe, un âge, un alpha, un oméga. On va choisir là où les spécialités de son personnage. Après, on va répartir différents points dans les attributs, en nous montrant les différents archétypes qui sont présents dans le jeu, et évidemment après on peut construire les siens. Donc on peut être par exemple un peintre maudit, un acteur porno ou un juge sur le carreau. Il y en a beaucoup. Donc si jamais vos joueurs veulent créer quelque chose qui est déjà présent, il n'y a pas à se prendre la tête, hein, il est déjà là. Pas la peine de creuser beaucoup plus loin. C'est ça, la personnalification du personnage n'est pas forcément ultra utile, puisque vous l'avez vu, ça se rapporte à son métier, à ses occupations. Donc au pire, il peut prendre un dealer sans avenir et changer ses autres aptitudes pour dire qu'il a appris d'autres choses dans sa vie, mais ça ne changera pas grand-chose. Ensuite, on nous parle évidemment de la création détaillée, où là, on va avoir un système de quelle est ton occupation, dans quoi tu t'es mis. Après, tu peux te mettre un malus sur un milieu ou sur une aptitude, comme c'était le cas pour l'autre avec le geek, avec le fait qu'il ait athlétisme -1, c'est-à-dire que ça lui crée un vrai malus quand il va s'agir d'utiliser cette compétence-là. Et puis au final, on va pouvoir créer son personnage. Est-ce qu'il y a un équilibrage? Non, en fait, pas vraiment la peine. Tout le monde aura à peu près le même nombre de points. Tout le monde aura des aptitudes dans lesquelles il sera fort. Tout le monde aura des aptitudes, au moins une attitude dans laquelle il sera faible. C'est un peu le sel du truc. Il n'y a pas vraiment d'équilibrage à avoir. On est sur un jeu qui est extrêmement, extrêmement narratif. Donc il n'y a pas vraiment de bêtises à faire. C'est pas vraiment ça le plus important. On avance. Ensuite, les alpha et oméga. Donc alpha, ça va être une symbolique. Alors pour l'instant, je suis sur une partie sans spoiler, donc ça c'est des choses que les joueurs savent. On fera une coupure spoiler tout à l'heure pour expliquer un peu le fond du jeu, qui est extrêmement important et qui fait tout le sel de Within, sincèrement. Pour l'instant, on va rester sur la partie sans spoiler, donc vous inquiétez pas, ce que vous voyez ici, ce sont des choses auxquelles les joueurs ont accès. Donc l'oméga que va choisir votre joueur, enfin l'alpha pardon, va choisir votre joueur, donc il sera soit sage, soit volontaire, soit intelligent, soit fort, soit positif, soit tranché, soit extrême, soit léger, soit rigide, soit ailleurs, soit actif, soit instinctif. Donc il y en a 12. Et les omégas, c'est à peu près la même chose, mais c'est beaucoup moins clair en fait. On a la Vierge Noire, le chasseur, le masque, la couronne d'épines. Et en fait, le joueur ne sait pas trop à quoi ça sert, même s'il se rend bien compte que l'alpha, c'est une sorte d'objectif de vie, on va dire, plus qu'une personnalité réelle, c'est une sorte d'objectif de vie. C'est beaucoup moins clair pour l'oméga. C'est beaucoup moins clair pour l'oméga. La couronne d'épines, par exemple. Il a des personnages qui sont appelés à accomplir de grandes choses, à devenir de grands hommes. Vous êtes destiné à être un roi ou une reine parmi les hommes. Les gens vous aimeront, vous admireront, vous couronneront, vous envieront, vous jalouseront et finalement vous haïront. Ce charisme, ce charme naturel et cet amour risquent bientôt de se retourner contre vous. Saurez-vous alors résister? C'est assez... Comment on applique ça dans un monde contemporain, fantastique? C'est assez étrange. C'est expliqué évidemment pourquoi. Il y en a également 12. Et donc vous allez voir que les jauges d'alpha et d'oméga sont liées. Et quand on regarde notre feuille de personnage, hop là, on y retourne. Hop là, nous avons ici les jauges d'alpha et d'oméga, et il ne peut pas y avoir plus de 1 d'écart entre les deux.
Donc si on a 0 en alpha, on aura forcément soit -1, soit 1, soit 0 en oméga, tout simplement. Et donc ça a un impact sur notre personnage. Les potentiels, on en parlait tout à l'heure, donc c'est la vigueur, la santé, la volonté. Ils sont à 3, sachant que dès qu'on est à 0, et ben on est en difficulté. Et déjà, dès qu'on perd un point, on commence à être en difficulté également. C'est simple, sur le système de jeu, vous allez voir que c'est un moyen de taper dans ses réserves, de se surpasser, tout simplement pour réussir à réussir des actions qu'on n'aurait pas réussi habituellement. On en parlait tout à l'heure, le premier contact, comment notre personnage a eu un contact avec le surnaturel, sachant qu'on va jouer généralement les personnages qui sont assez traqués, assez suivis par le surnaturel. On joue pas des gens lambda, pas du tout. On joue des personnages qui sont traqués. Ensuite, les relations. Donc les relations, c'est les personnes qui nous entourent, les personnes qui on vit, les conséquences de ce premier contact et les motivations suite à ce premier contact. Donc voilà, le premier contact, on a de quoi le créer entièrement. C'est qu'est-ce qui s'est passé, quel impact ça a eu sur nos relations, les conséquences que ça a eu sur notre vie, et enfin la motivation que ça nous a donné pour poursuivre notre. On parle donc là du pentacle. Donc le pentacle, qu'est-ce que c'est? Le pentacle, c'est une organisation qui chapeaute, ou qui est une réunion de 5 autres organisations indépendantes, qui sont la Société œcuménique, le Labo, l'Agence, le Consortium et la Loge d'Hermès, qui ont tous des objectifs bien précis sur le surnaturel, quoi en faire, comment le traiter, comment négocier tout ça et comment gérer tout ça. Évidemment, l'Agence, qui est quelque chose d'une espèce de force gouvernementale, n'auront pas du tout la même approche que le Labo, qui est une approche très scientifique du surnaturel, au contraire que la Société œcuménique, qui, eux, ont une approche extrêmement religieuse du truc. Pourquoi est-ce que c'est en forme de pentacle? Tout simplement, en fait, parce que ça va gérer les relations. C'est un moyen visuel d'avoir les relations entre les différentes agences. Par exemple, la Société œcuménique a une très bonne relation avec le Consortium et l'Agence, et pas du tout avec la Loge d'Hermès et le Labo. Et en fait, à chaque fois, ça va être là. Le Consortium a une bonne relation avec la Société œcuménique et le Labo, mais pas avec la Loge d'Hermès et l'Agence, etc., etc. Je vais pas rentrer dans le détail. Le lore est plutôt cool, sincèrement. On rentre dans le vif du sujet, le système, avec encore une fois une nouvelle sur Jack la Cisaille, un petit slasher dans un collège ou lycée américain. Donc les mécaniques du jeu, comment ça marche? On nous explique un système de runes si jamais il faut détailler l'action, etc. On n'est pas sur un jeu où il va y avoir du combat au sens propre, hein. On n'est pas sur un jeu où il va y avoir tour 1, c'est à toi, c'est à moi, etc. Pas du tout. On est sur un jeu où, en fait, on va avoir une action à faire. Pour faire une action, il va falloir qu'on ait un certain nombre de réussites, un certain nombre de. Il va y avoir un seuil de difficulté, par exemple, qui est de 1, le 2, le 3, peu importe. Il va falloir qu'on ait autant de points de compétence dans ce qu'on va faire. Par exemple, si notre personnage est un voleur qui doit crocheter une porte, il est par exemple cambrioleur, on va dire. Donc, cambrioleur, il est niveau 1, bon. Il doit crocheter une porte qui est de niveau 1, que le MJ estime que c'est une porte de niveau 1 à crocheter. Comme il est cambrioleur de niveau 1, il peut le faire. Point, c'est tout, il a 1. Si jamais c'est une porte de niveau 2, il est un peu trop limité en termes de compétences. Est-ce que quelqu'un peut l'aider pour lui rajouter de l'aide? Est-ce qu'il va avoir besoin de piocher dans ses ressources, dans sa vigueur, dans sa santé ou dans sa volonté, en le justifiant en termes de roleplay, pour pouvoir dépenser une de ses ressources et ajouter 1 à la puissance de son jet, enfin de son test? Ou alors est-ce qu'il va devoir aller piocher dans la main du destin et qui va être un peu. Alors ils disent que c'est une option. Pour moi, tout Wizin repose là-dessus, donc c'est clairement pas une option, c'est indispensable pour pouvoir jouer la main du destin. Et donc il va s'agir de quoi? D'un petit sac dans lequel on va aller piocher des jetons, et suivant le jeton, on va réussir notre jet ou pas. Il va y avoir un impact narratif ou pas sur ce qui va se passer. Comment ça marche les jetons? Eh ben c'est très simple. On va prendre un petit bag ou un petit truc, un truc dans lequel on va cacher des jetons de différentes couleurs, noir et blanc, et on va piocher au hasard entre 1, 3, 4, autant de jetons qu'on veut, peu importe. Et suivant les jetons que le joueur va sortir, il va se passer quelque chose narrativement. Est-ce qu'il va réussir ou pas? Ça va être la question. En fait, pour chaque joueur, on va mettre autant de jetons qu'il y a de ressources, donc de vigueur, de santé et de volonté, plus un jeton noir qui va représenter un peu la malchance. Donc ça fait que normalement, un joueur standard a 9 jetons blancs, 1 jeton noir. Et ça va être pareil pour chaque joueur qui va être à table. Évidemment, quand un joueur va commencer un scénario en ayant moins de vigueur ou moins de santé ou moins de volonté, il va avoir moins de jetons blancs, il y aura toujours ce jeton noir. Et quand on va piocher dedans, suivant si on sort un jeton blanc ou plusieurs jetons blancs, il va se passer des choses positives et on va réussir notre action. Si on prend des jetons noirs, il va évidemment se passer des choses négatives, voire extrêmement négatives. Mais je n'en dirai pas beaucoup plus parce que pour l'instant c'est assez survolé, on ne comprend pas trop pourquoi. Il y a un système de sauts aussi qu'on va piocher, qui auront des impacts narratifs.
On comprend pas pourquoi et en fait c'est expliqué dans la partie spoiler, donc pour l'instant je ne spoil pas. Mais en tout cas voilà, il a ce système de tirage aléatoire qui n'est pas un jet de dés du coup, qui est un tirage dans une boîte, enfin dans un bac caché quoi. Un tirage au sort. Comment déterminer la difficulté d'une action, hein, donc si c'est, quelconque c'est 0, si c'est difficile c'est 1, si c'est très difficile c'est 2, extrême c'est 3 et impossible c'est 3+. Donc on voit qu'on va souvent être dans le 1 ou le 2 pour quelque chose de vraiment très dur. On ira rarement au 3 et on ira rarement, au 0, on fait pas de jet, on s'en moque. De toute façon, généralement, tout le monde peut le réussir, à moins d'être vraiment handicapé par ce qu'on fait, hein, par exemple. Voilà à peu près pour le système. On nous explique après comment on peut, interpréter tout ça, résister à la pression, qui va une gestion de la pression qui va monter, qui va au fur et à mesure faire perdre de la volonté aux joueurs. On a également quelques règles pour les poursuites, les choses comme ça, mais rien de vraiment, vraiment extraordinaire. On est sur des règles qui se veulent très simples et très narratives. Alors on a pas mal de petites tables comme ça. Au final, on va vite réussir à faire tout ça un peu à la volée. Vraiment, les règles s'assimilent très très rapidement. Elles sont expliquées très longuement, alors que ça aurait pu être un peu plus simple. Après, quelques règles pour gérer le combat s'il y a du combat, même si ce n'est pas vraiment, vous allez le voir, le sel du jeu. Un mur protection, les couvertures, les dégâts, les forces de la nature et autres délices, blablabla. La récupération des points de vie et autres, donc là on est dans les règles, dans les systèmes qui sont un peu obligatoires. Comment on fait progresser notre personnage, donc acquérir un nouveau milieu, faire modifier l'alpha et l'oméga, modifier une aptitude, etc. On arrive sur l'univers, avec encore une fois une nouvelle. Donc, l'univers de Within, on va partir directement sur la partie spoiler, parce qu'il y a quelques petits trucs que les gens ne doivent pas savoir. Donc, si vous êtes joueur, vous pouvez directement aller à la conclusion. Si vous comptez masteriser du Within ou si vous n'en avez absolument rien à faire d'être spoilé, vous pouvez rester ici, balise spoiler. Ok. Donc, on va partir sur la partie spoiler avec l'univers. Donc, la partie spoiler, on va avancer assez rapidement. On va revenir tout d'abord sur la création de ce pentacle et donc de ces différentes organisations. Un petit truc qui est très très cool, c'est que donc on va nous détailler pour chaque organisation comment ça fonctionne, quels sont les personnages importants, quels sont leurs objectifs, comment ça a été créé, quel est le présent de cette organisation et quel va être le futur de cette organisation. À chaque fois sur les personnages, on a des petits icônes comme ça, donc soit il n'y en a pas, soit il y en a un, soit il y en a deux, ça montre l'importance du personnage dans le lore. C'est-à-dire que si vous faites intervenir ce personnage dans votre partie, par exemple, évitez de le buter, parce qu'en fait, il a une importance dans l'univers, et que plus tard, il risque d'être utile, et ceux qui ont deux petits symboles, ceux-là, clairement, touchez-les pas, au pire, faites-les intervenir de loin, si jamais vous voulez les faire intervenir pour qu'ils apparaissent, mais vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec, puisque le but, si vous voulez suivre le lore et les différents suppléments qu'il va y avoir, il faut que ces personnages-là soient là, puisqu'ils sont importants. Donc on va nous détailler ça pour absolument toutes les branches du Pentacle, donc toutes les organisations. Donc là, nous avons le consortium, etc. Donc on va les taper assez rapidement. C'est assez classique, hein, les organisations sont très classiques. Ce sont des choses qui permettent de jouer très facilement, qui permettent d'impliquer les PJ très facilement. Donc on va pas rentrer forcément dans le détail. J'ai une page qui est cornée, hop là. Dans le détail, on va avancer un petit peu sur la partie la plus intéressante selon moi. Donc après ça, nous avons une sorte de bestiaire, en tout cas, les différents types de créatures qu'on va pouvoir croiser. Vous allez voir que c'est très cinématographique, on peut faire absolument tout ce qu'on veut avec Within, et ça c'est vraiment très cool. Nous avons les âmes, par exemple. Nous avons ensuite... Alors, à chaque fois, on a comment on l'utilise dans le jeu, de quoi ça vient, quel est le lien avec l'histoire, quelques exemples de choses qu'on peut faire avec, des bribes de petits scénarios qu'on peut mettre en place. Nous avons les visiteurs, donc c'est plutôt les extraterrestres, en gros. Les démons et les sorciers, comment ça fonctionne, avec toujours à chaque fois un texte d'ambiance pour faire comprendre comment ça fonctionne. Donc là, c'est tout un interrogatoire sur des démons, comment libérer un démon, dialoguer avec le diable, etc. Et derrière, une sorte de mini-scénar qu'on peut mettre en place. Hein. Donc il y a vraiment de quoi faire jouer. C'est assez fou. La faune, hein, des créatures immenses. Les illustrations sont extrêmement bien trouvées à chaque fois. Elles sont vraiment top. Je trouve, elles sont pas très nombreuses, mais à chaque fois, elles sont extrêmement impactantes. Et je trouve ça très chouette. Les émissaires. Donc là, on va être plus dans le super-héros. Hop là. Donc vous voyez, il y en a quand même quelques-uns. Les anthropophages, donc tout ce qui va être zombies, mais pas que, hein, culte de la mort, etc. Les rampants. Pour le coup, hop là. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Il y en a des pages et des pages et des pages. Nous avons ensuite les tueurs en série pour avoir quelque chose de
de plus enquête contemporaine, par exemple, pour changer un petit peu, ça peut être vraiment très 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 bien. Les boogeyman, donc ceux qui font peur aux enfants la nuit, qu'on ne voit pas, que les adultes ne voient pas. Ensuite, les différents artefacts, quel impact ils peuvent avoir. Horloge, mécanisme, etc. Vêtements, œuvres d'art. Donc on nous détaille un petit peu tous les artefacts auxquels on pourrait avoir accès. Les conspirations. Donc vous voyez qu'en termes de choses à faire jouer, que tout ça c'est des choses à faire jouer. Hein. Clairement, c'est à chaque fois il y a des petits bribes de scénario, des mises en place de choses, du contexte, du lore, de comment ça marche, comment on peut l'intégrer à un scénar, donc les posséder. Hop là. Et enfin on arrive dans la partie de l'antre, qui est la partie vraiment purement réservée au MJ, parce que toute la partie d'avant là, suivant les informations que vont avoir vos joueurs, ils vont finir par avoir accès à tout ça. Alors que la partie de l'antre, vraiment, c'est la partie à secret de Within. Donc là, dernier avertissement, faire demi-tour, hein, c'est maintenant ou jamais. On va rentrer dans le vif du sujet, les savoirs interdits, c'est ici que ça se passe. Comment ça marche en fait Within? Within, il y a la carcérie. La carcérie, ce que c'est? Une espèce de prison cosmique, une espèce de monde parallèle qui va être lié à toutes les autres univers et dimensions. Et c'est ici, en fait, que vont être emprisonnés, notamment, les âmes des mourants, etc. Il va y avoir des chasseurs qui vont venir chercher ceux qui s'en échappent, sachant que c'est quasiment impossible de s'en échapper normalement, mais évidemment, il y en a qui arrivent à trouver des passages entre les mondes, ce qui va faire qu'on a du surnaturel qui arrive dans le monde réel. À chaque fois, ce sera temporaire parce qu'il y aura toujours un chasseur qui va venir chercher. Les humains dans tout ça, etc. Les prisonniers, comment ça marche. Et enfin, Alpha, Oméga et So. Donc on a dit qu'on en reparlerait, on en reparle maintenant. Pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement parce que les joueurs ne sont pas des humains normaux. Ils sont des humains possédant un alpha et un oméga. Et ces alphas et ces omégas, en fait, c'est ces espèces de choses qu'ils ont choisi à la création pour avoir un peu un caractère, une direction. En fait, vont avoir un impact beaucoup plus profond sur ce qui va se passer. Les joueurs, en fait, sont à cheval entre ces deux mondes. Ils vont avoir, du coup, sur leur alpha, ce qu'on appelle le syndrome d'Icare. En gros, l'alpha, il commence assez bas, il commence à -2, -3, à -3. Là, en fait, on va se rendre compte que, suivant le trait qu'ils avaient pris, en fait, ils sont déjà fous. Les joueurs commencent déjà fous. C'est juste qu'ils ne le savent pas encore et que ça ne s'est pas encore déclenché. Par exemple, si on est volontaire, on sera paranoïaque. Si on est sage, on sera dépressif. Si on est intelligent, on sera mythomane. Si on est positif, on aura des hallucinations. Si on est extrême, on va devenir déviant. Si on est rigide, on va devenir sociopathe. Si on est actif, on va devenir violent. Et si on est instinctif, on va devenir psychopathe. Tout ça, pourquoi le syndrome d'Icare? Parce que plus on va avancer, plus on va monter en puissance dans notre personnage et plus en fait on va finir par se brûler les ailes. Within est un jeu où les joueurs perdent à la fin. Et ils perdent de manière, pas à la fin du scénario, mais à la fin de la campagne en fait. Une fois qu'ils auront. Le but c'est de découvrir les secrets de cette campagne, de découvrir les secrets de cet univers et de rendre compte à quel point leurs personnages sont en train de se perdre. Donc le syndrome d'Icare, on le voit ici. Quand on commence qu'on est à -2, il n'y a pas de syndrome, le personnage il est sain d'esprit. Quand on va arriver à 2, le syndrome il est important, le personnage a du mal à être dans la même réalité que les autres. Il peut avoir un comportement dangereux de façon régulière. À 3, le syndrome est continu, le personnage est uniquement dans sa réalité et sa logique. À 3+, il est totalement fou, il est devenu injouable. Donc cette échelle-là, elle est liée, on l'a vu tout à l'heure, à l'oméga, et on va y venir juste après. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont tirer dans ce petit pot de pions et qu'il va se passer des choses avec les jetons noirs et avec les sauts qui permettent de remettre des pions dans le. Voilà, il y a cette mécanique de saut qu'on va tirer par rapport à nos sauts à nous qui aura un impact narratif, etc. Où les joueurs comprennent pas trop ce qui se passe. Ils vont finir par le comprendre mécaniquement au fur et à mesure qu'ils vont les utiliser. Le problème, c'est que plus ils vont l'utiliser, plus ils vont être forts, mais plus ils vont être forts, plus ils vont rentrer dans cette déchéance totale. C'est ça le syndrome d'Icare, en fait, c'est qu'à bout d'un moment, ils vont avoir envie et la volonté d'aller chercher là-dedans pour pouvoir faire des choses qui leur sont normalement impossibles, en se rendant compte qu'ils ont des pouvoirs, mais ça va les mener à leur déchéance la plus totale, et je trouve que c'est absolument, absolument génial ce qu'ils ont voulu mettre en place. C'est également génial, c'est les différentes formes du syndrome d'Icare, et pour chacune des folies, on a un détail précis de comment le faire jouer à table, et ça, c'est vraiment très cool. Le côté paranoïaque, par exemple, alors ce qui est important, c'est qu'il montre aussi que, pour qu'on ne soit pas toujours en aparté avec les joueurs, les folies des personnages dépeignent un petit peu sur les autres. Donc quand tu as un joueur qui devient par exemple paranoïaque, tous les autres vont devenir un petit peu paranoïaques, pas à son échelle à lui, mais tous un petit peu. Et lui, on nous explique qu'à -2, il se passe rien, que si on est à 0, le monde est détraqué, ce n'est pas du fait des personnages, mais bien de ce qui l'entoure. Les gens commencent à le regarder bizarrement, les autres personnages sont encore ses amis, mais leurs actions, surtout lorsqu'elles échouent, provoquent un étonnement nouveau.
Sont-ils mauvais? Le font-ils exprès? Et après, il y a toujours une astuce de MJ à chaque fois pour chacun des degrés de chacune des folies. Les PNJ que les personnages rencontrent seuls lui semblent louches, ils sont suspects, ils sont obséquieux. Le MJ doit insister sur le danger toujours plus grand d'accepter des missions, comme si le PNJ envoyait systématiquement les personnages de casse-pipe. Au niveau 1, le syndrome commence à vraiment agir, le PNJ prenne des airs mystérieux. N'hésitez pas à vous isoler de temps en temps avec un autre joueur pour lui parler d'un détail tout en levant les yeux vers le joueur qui incarne le paranoïaque. Il y a tout plein d'astuces comme ça sur chacune des folies. Des astuces que moi, ça, pour certaines, j'utilise déjà à la table depuis des années et qui fonctionnent très très bien, sans que je sache qu'elles avaient été écrites dans un bouquin. Donc c'est vraiment des astuces qui fonctionnent à table, elles sont vraiment très très cool. Là, si on prend la dépression, par exemple, la même chose que pour le stade 1. Alors, on va dire le stade 1. Vous devez commencer à suggérer au joueur que si tout se délite autour de lui, c'est il en est peut-être la cause, qu'il est maudit. D'ailleurs, chaque échec aura des conséquences beaucoup plus importantes pour ce personnage que pour les autres. Et plus ces échecs provoquent la mort d'un PNJ sympathique, ça sera parfait. Développez aussi le syndrome de Cassandre. Attention, trop tard. La même chose qu'au niveau 1, n'hésitez pas à éliminer les attaches du personnage et à mettre en danger les autres joueurs à cause de ces échecs. Au niveau 3, le monde s'écroule autour du personnage. Trichez pour que ses actions mettent en danger réellement ses compagnons. À ce niveau, l'isolement est constant et le personnage verra des choses que les autres ne voient pas. Et on a de ces astuces pour absolument toutes les folies. Cette partie-là est vraiment excellente. Elle est vraiment excellente. En contrepartie donc de cette alpha, qui est donc leur personnalité, donc leur folie, on va avoir l'oméga, Faust et les sauts de carcérie. En gros, le syndrome de Faust, c'est on a le syndrome d'Icare où ils vont monter en puissance et en même temps ils vont se brûler les ailes. La montée en puissance, elle se fait sur l'échelle de l'oméga. C'est quoi? C'est des super pouvoirs tout simplement sans qu'ils arrivent à vraiment en avoir le contrôle. Quand ils vont tirer des sauts, il va y avoir des impacts narratifs qui vont être extrêmement forts sur le jeu. Il va y avoir des effets donc d'oméga, des effets narratifs sur l'histoire qui vont être extrêmement forts, que ce soit positivement ou négativement. La Vierge Noire, par exemple, la clepsydre sanglante, etc. etc. Donc on a évidemment tous les exemples à chaque fois sur les effets, les qualités de l'effet, comment ça fonctionne, etc. Alors il n'y a pas besoin de retenir tout ça en fait, puisque ça va être très progressif. On va pas passer de -2 à +3. Je veux dire, on va commencer la campagne, on sera à -2 en oméga et en alpha, et on va finir la campagne, on sera peut-être à +1, +2, ou alors à +3 si jamais vous voulez que vos joueurs aient perdu. Vous voulez qu'ils aillent jusqu'au bout, à se cramer jusqu'au bout. Après, c'est leur décision, de toute façon, c'est pas vraiment la vôtre. Mais voilà, c'est quelque chose qui va être sur le très long terme. Donc, c'est pas la peine de tout connaître par cœur, toutes les tables, etc. C'est juste qu'au fur et à mesure, on ira piocher dedans des trucs pour alourdir encore l'ambiance de la table. En tout cas, c'est toute cette partie folie et gestion de la folie avec les différents personnages qui est vraiment, vraiment top. Ensuite, on arrive à une partie conseil OMJ, qui va être plutôt classique pour le coup. Connaître ses personnages, etc. et comment on joue les scénarios. Tout simplement, des différents petits moyens de musique, les ambiances au niveau des jeux, au niveau des livres que vous pouvez lire, etc. Et ensuite, on arrive sur les scénarios. Le premier scénario, c'est Dead Man Walking, qui est un espèce de survival dans une ville où 3 zombies prennent le pouvoir sur le reste de la ville, où vos joueurs vont se barricader dans un diner qui va être gardé par une espèce de molosse et par une espèce de morts-vivants et qui vont faire un carnage dans toute la ville, qui vont tout faire péter, qui vont buter tout le monde. Donc après, c'est à vos joueurs de gérer ça comme ils le sentent. Nous avons ensuite This Generation Shall Not Pass, où on va avoir des espèces de dinosaures qui viennent de Carcérie, qui ressemblent beaucoup à des chocobos, qui sont utilisés par un studio de jeux vidéo peu scrupuleux. Et on va se retrouver du coup dans un petit complexe qui va faire penser à, évidemment, Jurassic Park, où on va être attaqué par des chocobos sanguinaires. C'est très très cool, sincèrement, ce scénario est vraiment très drôle. Ça montre bien les deux ambiances qu'on peut avoir. Et puis enfin le dernier, qui va être encore une fois dans une autre ambiance pour monter un peu tout ce qu'on peut faire, qui va être Chaos, et qui là on va se retrouver face à face avec des serial killers, au sens propre du terme, et à tout un problème avec des copycats, des gens qui vont copier ces serial killers et leur modus operandi. Pardon. Et ensuite, nous avons un magnifique index avec tous les termes et où est-ce qu'ils apparaissent dans le bouquin. Je trouve particulièrement illisible, moi, mais genre meneur de jeu, on sait que ça apparaît dans 1 milliard de pages. Ouais, très bien. Ouais, bon, je suis pas sûr que ce soit utile. Ensuite, nous avons un index pour les organisations et pour les personnages non joueurs, et ça, c'est beaucoup plus intéressant que les termes génériques. Et ensuite, nous avons tout plein de pré-tirés, et voilà
pour Within en ce qui concerne ce manuel de base. Alors Within, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien Within, j'ai adoré. Sincèrement, je trouve le jeu vraiment très très bien. Alors déjà, je trouve qu'il est très très bien écrit dans l'approche qu'il en a, dans les petits bouts de nouvelles qui parsèment le livre. Je trouve elles sont vraiment bien fichues, elles ont à chaque fois une ambiance différente, un style différent, et ça nous montre un peu tous les aspects qu'on peut avoir dans ce jeu. J'aime beaucoup son système de règles, qui est très simple, qui est assez narratif, qui permet de réaliser des actions très rapidement sans avoir à se prendre la tête, à jeter des dés, à savoir comment on fait. Il y a ce petit sachet dans lequel on va les piocher, qui va avoir des impacts. Je trouve ça très bien. Et puis, sans revenir sur la partie spoiler, hein, j'ai déjà dit ce que j'en pensais dans la critique, je trouve tout le principe concerne le spoil vraiment, vraiment extrêmement intéressant dans le jeu. Ça apporte un vrai plus à Within par rapport à d'autres jeux de la concurrence. Je trouve ça vraiment, vraiment très chouette. Il y a plein d'idées qu'on peut prendre de Within, qu'on peut exporter pour les faire jouer ailleurs. Alors, ceux qui n'ont pas vu la partie spoiler, vous ne saurez pas de quoi je parle, mais il y a une gestion de la folie, une gestion de la progression vers la folie qui est assez millimétrée et qui est bien trouvée, avec des astuces qui sont vraiment, vraiment très, très chouettes pour faire jouer ces folies, pour qu'elles aient un impact sur les personnages comme sur le joueur. Je trouve ça vraiment bien fichu. Il faut qu'il y ait un impact narratif sur la folie. On n'est pas sur une jauge plus, moins, machin, etc. Uniquement, on est sur quelque chose qui va aller beaucoup plus loin. Qui va avoir un impact narratif, un impact en termes de gameplay et de roleplay qui est extrêmement intéressant. L'univers de Within, lui, est peut-être un petit peu plus banal, on va dire, même s'il n'est pas tant que ça, mais au final, on a des grandes agences, on a du surnaturel, etc. Donc sans spoiler, on est sur quelque chose quand même d'assez classique, mais qui laisse la place à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, notamment à faire des scènes qui peuvent avoir des impacts très forts, très marquants. Within est quelque chose qui s'inscrit dans un univers cinématographique un petit peu. D'ailleurs, on le voit avec les 3 scénarios de la fin qui sont présentés à la fin de ce manuel, qui sont 3 scénarios très distincts. On va avoir un truc un peu survivaliste où on est dans une baraque, enfin dans un vieux diner avec des trucs qui se passent à l'extérieur, et est-ce qu'on va prendre le risque de sortir ou pas alors que c'est le merdier dehors. Quelque chose de plus psychologique avec des tueurs en série, voilà. Il va y avoir vraiment plusieurs ambiances différentes. C'est vraiment très chouette. C'est vraiment un jeu qui donne envie de se pencher dessus. C'est vraiment un jeu où on a envie de faire jouer les gens dedans. On peut se le prendre pour des one-shots, on peut se faire une campagne digne de ce nom. On va faire progresser les joueurs dans tout ce lore et dans tout cet aspect un peu méta de Within qui est encore une fois extrêmement intéressant et extrêmement bien écrit. Après, on n'attend pas moins de Benoît Atinos, on sait le personnage que c'est, on sait avec qui il a bossé, on sait ce qu'il vaut en termes d'écriture. Donc vraiment, c'est un jeu, moi, il était passé sous mes radars, et j'en suis bien déçu, parce que j'aurais bien aimé le faire jouer à l'époque où il est sorti. Maintenant, je vais voir si je peux en faire quelque chose, parce que ça me donne vraiment, vraiment envie de me plonger dedans et de faire jouer ça à mes joueurs. Et ça, c'est toujours quand même assez bon signe. Quand on lit un bouquin et qu'on se dit « Ah, j'ai envie de faire jouer ça, parce qu'il y a des trucs qui me viennent », sachant que moi, des bouquins de jeux d'horreur, j'en lis quand même vraiment, vraiment à l'appel. Il y en a quelques-uns qui sont au-dessus du lot pour moi. Celui-là, il rejoint un petit peu cette sainte trinité qui va être constituée de Cthulhuac et de quelques autres. Donc vraiment, c'est un super boulot. J'ai hâte de découvrir le reste de la gamme, parce qu'il y a d'autres ouvrages, donc je vais voir ça et je vous en ferai des vidéos si jamais j'arrive à mettre la main dessus, si j'arrive à les trouver. En tout cas, c'était très bien. Merci encore aux 12 abonnés qui me l'ont envoyé. Merci beaucoup à vous. Ça me fait extrêmement plaisir, parce que ce bouquin, je suis assez fan. Encore une fois, la couverture de Bastien Découvre des Armes est absolument dingue. Je la trouve folle. Je la trouvais sur l'image, quand elle est prise en photo, je la trouve pas incroyable. En fait, quand on l'envoie avec le vernis sélectif, elle est absolument dingue, cette couverture. Je suis ultra fan. En même temps, j'adore le boulot de cet homme. Donc, il n'y a pas à tergiverser là-dessus. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Et puis, on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour d'autres aventures. Ciao, ciao!